La vie m'a imposé une énorme épreuve alors que je n'étais qu'une adolescente, une épreuve qui a défini qui je suis aujourd'hui. J'avais 18 ans, pleine de rêves universitaires et de l'insouciance propre à cet âge, quand ma sœur Elena, de 4 ans mon aînée, a mis au monde un bébé. Ils l'ont appelé Matteo. Dès le premier instant, quelque chose a semblé mal. Elena, avec ses 22 ans et un petit ami à l'époque, aujourd'hui son mari, mais c'est une autre histoire d'irresponsabilité, semblait plus intéressée par la vie nocturne et s'amuser que par la petite créature qui dépendait totalement d'elle. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, clique sur le bouton d'abonnement et active la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires. Ton soutien signifie tout pour nous. Si cette histoire te semble intéressante, laisse aussi un like. J'aimerais aussi savoir de quelle ville tu viens. Laisse-nous le nom de ta ville en commentaire. Maintenant, commençons l'histoire. Je n'exagère pas en disant qu'ils agissaient comme si le bébé n'existait pas. Ils sortaient faire la fête et laissaient Matteo à qui était disponible, sans même appeler pour savoir comment il allait. Je revenais du lycée et je trouvais le pauvre enfant dans une couche sale qui n'avait pas été changée depuis des heures, pleurant dans son berceau sans que personne ne fasse attention à lui. C'était déchirant. Après quelques semaines à voir cela, quelque chose en moi s'est brisé. J'étais jeune, oui, et terrifié par la responsabilité, mais je ne pouvais pas rester les bras croisés. Personne d'autre ne le ferait. J'ai fini par assumer la majeure partie de ses soins. Grand-mère Carmen, que Dieu la garde en sa gloire, a été mon ange. Elle le gardait pendant que je terminais ma dernière année de lycée. En échange, je nettoyais sa maison et je cuisinais pour elle les week-ends. Ce n'était pas l'idéal, mais ensemble, nous avons fait fonctionner les choses. Mes parents n'ont pas beaucoup aidé. Ils donnaient environ 100 $ par mois pour Matteo, ce qui était une misère. Si tu as déjà dû t'occuper d'un bébé, tu sais que le lait en poudre engloutit la moitié de cette somme en quelques jours. Couches, vêtements, visites médicales, tout s'accumulait et l'argent fondait à toute vitesse. Grand-mère et moi étions les seuls à vraiment nous soucier de lui. Je me souviens avoir dû rater le bal de promo de mon lycée parce que je ne pouvais pas me permettre d'acheter une robe et en même temps acheter le lait pour Matteo ce mois-là. Je ne le regrette absolument pas, mais cela te donne une idée de la réalité dans laquelle je vivais. Ce n'était pas mon enfant, mais je ressentais déjà le poids et l'amour d'une mère. Les choses se sont aggravées 1 an après l'obtention de mon diplôme. Mes parents ont décidé qu'ils en avaient assez de nous avoir à la maison. Un jour, je suis rentré et j'ai trouvé mes rares affaires emballées dans des sacs poubelles devant la porte principale. Elena était là et je me souviens de ses mots exacts comme si elle me les avait dit hier. J'aurais préféré ne jamais être né. Elle parlait de son propre fils. Qui dit des choses pareilles? J'ai regardé le visage de Matteo, si petit, me regardant sans comprendre ce qui se passait, et j'ai ressenti une douleur si forte qu'elle m'a presque étouffé. À ce moment-là, j'ai su que je ne pouvais pas continuer ainsi. Il méritait de la stabilité, il méritait d'être aimé. Je suis allé voir un avocat spécialisé en droit de la famille avec ma grand-mère. Ce qui s'est passé ensuite me semble encore irréel. Elena et son petit ami Marie ont signé des papiers me cédant leurs droits parentaux, juste comme ça. Ils ont signé comme s'ils se débarrassaient d'un vieux canapé ou de quelque chose qui les gênait. À 18 ans, tout juste adulte légalement, j'ai obtenu la garde totale de Matteo. C'était surréaliste, douloureux et libérateur à la fois. Douloureux à cause de l'indifférence de ma propre sœur, mais libérateur car Matteo était légalement mien et je pouvais le protéger de la négligence que j'avais vue. Le sacrifice ne faisait que commencer. Avec la garde de Matteo entre mes mains, je suis allé vivre chez grand-mère Carmen. Ces 2 petites chambres sont devenues notre refuge. Elle est restée mon pilier, s'occupant de Matteo pendant que je m'inscrivais à l'université communautaire et que je trouvais un emploi à temps partiel dans un magasin qui payait à peine plus que le salaire minimum. C'était épuisant. J'étudiais tard après le travail, je m'occupais de Matteo, je faisais les tâches ménagères pour la grand-mère. Parfois, je m'endormais sur mes cahiers sur la table de la cuisine, me réveillant avec la joue collée au livre. J'étais constamment fatigué, mais voir le sourire de Matteo me donnait de la force. La vie nous a frappés à nouveau quand Matteo avait 6 ans. Grand-mère Carmen est décédée. C'était comme si on nous avait arraché une partie vitale. Les premières semaines sans elle furent un brouillard de douleur et de peur. Je ne savais pas comment nous allions survivre sans son aide et sa présence réconfortante. Mais dans sa sagesse, grand-mère m'avait laissé la maison dans son testament. Ce n'était pas un manoir, juste une petite maison dans un vieux quartier modeste, mais c'était notre maison. Cela signifiait que nous avions un endroit stable où vivre, un nid. Et comme des mouches attirées par le miel, la nouvelle de l'héritage a fait réapparaître ma famille intéressée. Elena, ma mère Laura, même quelques tantes éloignées avec qui je parlais à peine, ont soudain voulu se reconnecter avec moi et bien sûr avec Matteo. Ils venaient avec des visages tristes pour la grand-mère, mais leurs yeux brillaient de convoitise pour la maison, pour ce que la vieille avait laissé. Cela m'a dégoûté. J'ai vu leur hypocrisie,
leur intérêt purement matériel. Je leur ai dit clairement qu'ils devaient se comporter avec respect et montrer un intérêt sincère, ce qu'ils n'avaient jamais fait pour Matteo, ou qu'ils ne nous reverraient jamais. À ma grande surprise, mon père Miguel a fait un réel effort. Il a commencé à m'appeler, à nous rendre visite, à montrer de l'intérêt pour Matteo. Nous avons lentement reconstruit notre relation. Aujourd'hui, nous sommes assez proches. Il aide parfois avec les enfants et appelle régulièrement. Ma mère Laura est restée plus distante, mais au moins elle est polie avec Matteo quand elle le voit, ce qui n'est pas souvent. Elena et son mari ont disparu à nouveau en voyant qu'ils n'allaient pas tirer profit de l'héritage. C'est à l'université communautaire que j'ai rencontré Javier. Il travaillait le jour et prenait des cours le soir. Nous avons immédiatement connecté. Mais j'étais très prudente. Je ne voulais pas que Matteo s'attache à quelqu'un qui pourrait partir. Nous avons été en couple 1 an avant que je décide enfin de les présenter. J'étais si nerveuse ce jour-là que je n'ai presque pas pu manger. Heureusement, ils se sont bien entendus dès le premier instant. Javier est incroyable avec les enfants. Il a traité Matteo comme son propre fils dès le premier jour. Il jouait à ces jeux vidéo idiots avec lui pendant des heures sans se plaindre. Il lui lisait des histoires avant de dormir en changeant les voix des personnages, de petites choses qui ont tout signifié pour Matteo et pour moi. Voir leur lien se former m'a confirmé que j'avais trouvé la bonne personne pour construire la famille que je désirais tant. Quelques années plus tard, quand Matteo avait environ 8 ans, la vie a encore changé dramatiquement. J'ai découvert que j'étais enceinte. Peu après, par mon père Miguel, j'ai appris qu'Elena aussi attendait un bébé. Et qui l'aurait cru? Elena a soudain décidé qu'elle voulait Matteo de retour dans sa vie. Elle a commencé à appeler pour demander à le voir. Au début, une partie naïve de moi a pensé que peut-être, étant enceinte, elle avait réalisé ce qu'elle avait abandonné et que ce serait bon pour Matteo d'avoir un lien avec sa mère biologique. Comme je me trompais. Au lieu de tenter de construire un lien sain, Elena et son mari ont commencé à dire des choses horribles à Matteo. Ils lui disaient que Javier et moi ne l'aimerions plus une fois que nous aurions notre vrai bébé. Je me souviens des phrases exactes qu'ils lui disaient. Maintenant qu'ils vont avoir leur vrai bébé, ils ne vont probablement plus t'aimer. Ou encore, quand leur vrai enfant naîtra, tu verras comme ils te traiteront différemment. Cruel. Absolument cruel de dire cela à un enfant, surtout à un enfant qui porte déjà le poids de l'abandon. Nous l'avons découvert un jour où Matteo a éclaté en sanglots de manière incontrôlable. Il sanglotait si fort qu'il avait du mal à parler. Quand il a enfin réussi à nous raconter ce qu'Elena et son mari lui disaient, j'ai senti mon sang bouillir. Matteo sait qu'il n'est pas biologiquement mon fils. Nous avons toujours été honnêtes avec lui sur ses origines, mais toujours de manière à ce qu'il se sente aimé, désiré et pleinement notre enfant. Il est mon fils dans tous les sens qui comptent. Après cela, j'ai coupé tout contact avec Elena et son mari à nouveau, cette fois de manière encore plus ferme. Je n'allais pas laisser quelqu'un blesser mon fils encore une fois. Nous avons cherché une thérapie familiale et individuelle pour Matteo. Le thérapeute nous a expliqué que certains enfants internalisent le rejet de leurs parents biologiques et se blâment eux-mêmes. Nous voulions nous assurer que Matteo savait que rien de cela n'était de sa faute. Quand mon deuxième enfant est né, mon premier véritable accouchement, mon fils Carlos, j'ai pris soin que Matteo sache, sans l'ombre d'un doute, que notre amour pour lui n'avait pas changé du tout. Les premiers mois avec un nouveau-né et un enfant de 8 ans ont été difficiles. Je me remettais d'une césarienne, j'allaitais en continu, et je faisais tout pour que Matteo ne se sente pas mis de côté. Javier a pris un congé pour m'aider. Mon père Miguel venait parfois chercher Matteo pour l'emmener au parc ou au cinéma, afin qu'il ait du temps spécial sans bébé. Matteo, d'ailleurs, a été un grand frère incroyable dès le début, si doux et protecteur avec Carlos. C'était magnifique de voir ce lien fraternel se construire entre eux. Quelques années plus tard, Elena a repris contact avec moi. Elle m'a envoyé un très long courriel disant qu'elle avait fait des erreurs et voulait réparer les choses. Je n'y ai pas vraiment cru, mais elle a persisté. Après en avoir discuté avec Javier, et surtout avec Matteo car son opinion comptait le plus pour moi, nous avons décidé d'essayer un contact limité. Cela voulait dire la voir lors de certains événements familiaux, et parfois laisser sa fille Isabella passer du temps avec mes enfants. Rien de plus. Je ne laissais jamais Matteo seul avec Elena. Je parlais toujours avec lui après chaque rencontre pour m'assurer qu'il allait bien. C'est un bon garçon au grand cœur, mais il n'a jamais vraiment fait confiance à Elena et je ne peux pas lui en vouloir. Avec les années, Javier et moi avons travaillé dur et nous avons réussi. Il a terminé ses études et trouvé un bon emploi dans son domaine. Moi, j'ai obtenu ma licence d'infirmière. Nous avons pu acheter une maison plus grande dans un bon quartier avec de bonnes écoles. Nous vivons confortablement. Pendant ce temps, Elena et son mari luttaient constamment. Ils passaient d'un travail à l'autre, étaient toujours en crise.
Il travaillait quelques mois puis démissionnait parce que l'ambiance ne lui plaisait pas ou pour d'autres excuses stupides. Ils ont déménagé 4 fois en 10 ans, souvent expulsés. Mes enfants ont eu des opportunités. Matteo a joué au baseball pendant des années et fait maintenant partie du club de débat. Carlos est passionné de football et de programmation. Ils reçoivent de beaux cadeaux pour Noël et leurs anniversaires. Et chaque été, nous faisons un grand voyage en famille. L'année dernière, nous avons passé 2 semaines à la plage, dans une maison louée juste en face de la mer. Elena et son mari n'ont jamais pu se permettre quoi que ce soit de semblable. Leur fille, Isabla, n'avait pas beaucoup d'activités ni de voyages. J'avais de la peine pour elle, ce n'était pas sa faute d'avoir de tels parents. Quand Isabla a eu environ 9 ans, Elena a commencé à faire des commentaires disant que je devrais payer certaines choses pour elle. Au début, c'était des petites choses, fournitures scolaires, nouvelles chaussures. Puis ça a évolué, cours de danse, camp d'été, téléphone neuf. Je lui ai dit que ce n'était pas mon obligation. Je faisais de beaux cadeaux à Isabla pour son anniversaire et Noël. Parfois je l'emmenais au cinéma ou faire du shopping avec mes fils, mais je ne la traitais pas comme Matteo ou Carlos. Pourquoi l'aurais-je fait? Ils sont mes fils. Je me souviens d'une fois où Elena m'a appelé, désespérée, me demandant de l'argent pour les photos scolaires d'Isabla parce qu'elle avait oublié que c'était le jour des photos et qu'elle n'avait pas d'argent. Je lui ai envoyé $30 pour le forfait de base. Plus tard, j'ai appris, peut-être par mon père ou par Isabla elle-même par accident, qu'Elena avait utilisé cet argent pour acheter des cigarettes, et qu'Isabla n'avait pas eu ses photos scolaires. Après cela, j'ai arrêté de donner de l'argent directement à Elena. Je payais ce qu'il fallait pour Isabla. Un jour, Elena m'a appelé désespérée, demandant de l'aide pour payer son loyer en dernière minute. Elle disait qu'il serait expulsé le lendemain sinon. J'ai refusé. Je savais que c'était un puits sans fond et que ce n'était pas ma responsabilité. Mon oncle Ernesto, frère de mon père, m'a appelé le lendemain. Elena l'avait aussi contacté pour de l'aide. Il m'a dit, « Ma fille, ne tombe pas dans leur jeu. Elena ne changera jamais. C'est triste pour la petite, mais tu as déjà fait plus que n'importe qui d'autre l'aurait fait. » Son soutien a été un vrai soulagement dans tout ce drame. Il y a eu quelques années de calme relatif. Nous nous voyions lors de réunions familiales, nous échangions des salutations et repartions. Isabla venait parfois à la maison et passait du temps avec Matteo et Carlos. Ils jouaient à des jeux vidéo, regardaient des films. Cela semblait aller bien. Carlos, ayant le même âge qu'elle, l'aidait parfois en mathématiques, matière où elle avait du mal. Ils n'étaient pas les meilleurs amis du monde, mais il y avait une relation de cousin normale. Même si parfois, je remarquais dans les yeux d'Isabla un regard d'envie envers les choses que possédaient mes enfants. Pas de grand drame, juste des petites piques de la part d'Elena, des commentaires sarcastiques sur notre maison, notre voiture ou autre. Puis est arrivé le point de rupture. Carlos a eu 17 ans. Javier et moi avions parlé de lui acheter sa première voiture. Nous avions fait la même chose pour Matteo quand il avait eu 17 ans. Rien de luxueux, juste une Honda d'occasion, avec un bon kilométrage et de bonnes caractéristiques de sécurité. Matteo avait dû contribuer avec l'argent de son travail à temps partiel. Il était responsable de l'essence et participait à l'assurance. Cela lui a appris beaucoup de responsabilités. Isabla a eu 17 ans à peu près à la même époque. Apparemment, Elena lui avait promis qu'elle aurait, elle aussi, une voiture. Le problème, évidemment, c'est qu'Elena ne pouvait pas se permettre d'en acheter une. Alors elle m'a appelé. Comme ça, sans prévenir, avec un ton de droit qui m'a glacé. Elle a dit, « Alors Sofia, l'anniversaire d'Isabla approche, et elle s'attend à avoir une voiture comme Matteo et Carlos. Je pensais que vous pourriez vous en charger, vu que vous avez tellement d'argent. » J'étais stupéfaite. Je lui ai dit que non, je n'allais pas acheter une voiture à sa fille. Je ne lui avais rien promis, ce n'était pas ma responsabilité. Elena est devenue furieuse. Elle a commencé à dire que je me croyais meilleure qu'elle, que j'avais toujours été la préférée, que c'était injuste que sa fille souffre parce que nous étions si sophistiqués. Je lui ai répondu que peut-être, si elle ou son mari gardaient un travail plus de 6 mois, ils pourraient offrir des choses à leur fille. Je sais que c'était un coup bas, mais j'étais en colère de son culot. Elena était tellement furieuse qu'elle a cessé de me parler pendant un temps. Honnêtement, ce fut un soulagement. Je pensais qu'elle avait laissé tomber l'idée de la voiture et cherchait une autre solution pour Isabla. Un plan de paiement, l'encourager à travailler, comme des parents normaux. Mais non. C'était trop raisonnable pour Elena. Puis est arrivé l'anniversaire de Carlos. Nous l'avons surpris avec la voiture. Il était tellement excité, il sautait partout, nous serrait dans ses bras. C'était un moment magnifique. Quelques jours plus tard, Isabla m'a appelé en pleurant et en criant. Elle m'a demandé pourquoi je la détestais, pourquoi je ne pouvais pas la traiter comme ses frères. Elle faisait référence à Matteo,
qu'elle appelait son frère. Elle m'a dit qu'elle avait annoncé à tous ses amis qu'elle aurait une voiture pour son anniversaire, et maintenant elle passerait pour une menteuse, et que tout était de ma faute. J'ai essayé de rester calme. Je lui ai expliqué que les choses étaient différentes. Matteo est mon fils, elle est ma nièce. Je suis sa tante, pas sa mère. Comme tante, mon rôle est d'offrir des cadeaux pour les anniversaires et Noël, d'être présente pour les moments importants, rien de plus. Alors les mots durs, poussés par la frustration et la vérité nécessaire, sont sortis de ma bouche. Isabella, tu dois comprendre ceci, Matteo est mon fils. Il sera toujours plus important pour moi que toi. Dès que je l'ai dit, j'ai su que ça sonnait cruel. Mais c'était la vérité. Matteo est mon fils. Je l'ai élevé depuis qu'il était un bébé. J'étais là pour chaque fièvre, chaque cauchemar, chaque chagrin, chaque triomphe. Bien sûr qu'il compte plus pour moi qu'une nièce que je vois quelques fois par an. C'est comme ça. Isabella a recommencé à hurler, puis elle a raccroché. Puis Elena m'a appelé pour me crier dessus, disant que je jouais aux favoris, que ce n'était pas juste pour Isabella. Je lui ai dit que si elle n'avait pas promis un cadeau qu'elle ne pouvait pas offrir, rien de tout cela ne serait arrivé. Je lui ai dit qu'elle devrait essayer d'être une mère au lieu d'attendre que tout le monde subvienne aux besoins de sa fille. Depuis, quelques jours sont passés. J'ai reçu des appels et des messages d'autres membres de la famille et d'amis d'Elena, me traitant de tous les noms. Ma tante éloignée, celle qui s'était intéressée à l'héritage, m'a appelé pour me dire que je devrais avoir honte de ne pas aider la famille dans le besoin. J'ai eu envie de lui demander où elle était quand j'avais 18 ans à m'occuper d'un bébé qui n'était pas le mien, mais j'ai juste raccroché. Je me sens un peu mal, parce que mes enfants ont grandi avec plus que ce qu'Isabella a eu, et peut-être que j'aurais pu faire un peu plus. Mais une voiture, c'est une dépense énorme. Matteo et Carlos ont maintenu de bonnes notes, aidé à la maison, travaillé à temps partiel, ils ont prouvé leur responsabilité. Isabella, elle, passe tout juste ses classes, et je ne crois pas qu'elle ait jamais travaillé un seul jour. Quand mon père Miguel a appris tout ce drame, il m'a appelé. Il était frustré contre Elena et ma mère Laura. Mon oncle Ernesto m'a aussi appelé, me soutenant fermement. Tu as fait ce qu'il fallait, Sofia, m'a-t-il dit. C'est triste, mais cette partie de la famille est un puits sans fond de problèmes et d'attentes irréalistes. Son soutien a beaucoup compté pour moi. Au moins, je n'étais pas seul contre toute la famille. Après l'explosion familiale, je me sentais épuisé. Une combinaison de frustration et d'une pointe de culpabilité à cause de la dureté de mes paroles envers Isabella, même si je savais qu'elles étaient vraies, elles faisaient mal. La situation avec mes parents me pesait aussi. Mon père Miguel est venu me rendre visite. Il avait l'air plus vieux, fatigué. Il m'a raconté la dispute monumentale qu'il avait eue avec ma mère, Laura, après qu'elle ait donné une grosse partie de ses économies de retraite à Elena pour l'aider à acheter une voiture à Isabella. Mon père est même parti de la maison pendant un temps. Je me suis sentie affreuse. À 40 ans, j'étais encore la cause de conflits entre mes parents. Même si mon père insistait que c'était la décision de ma mère. Avec ma relation complètement brisée avec Elena et ma mère, et la tension avec le reste de la famille, Javier pensait qu'on devait couper les ponts avec tout le monde, sauf mon père. Mais moi, je n'étais pas prête à abandonner totalement Isabella. Elle est jeune. Elle découvre encore la vie. Et ce n'est pas sa faute si elle est née dans un tel chaos familial. Je ressentais que malgré tout, peut-être, on pouvait encore trouver un lien, même s'il était limité. Une semaine après ma dernière conversation avec Isabella, j'ai décidé de faire un pas. Je lui ai envoyé un message pour lui demander si elle voulait qu'on se voie. À ma surprise, elle a accepté. Nous avons convenu de nous retrouver chez moi, cette fois pendant que Javier et Carlos n'étaient pas là, pour pouvoir parler tranquillement. C'était un jour gris et pluvieux, le temps semblait parfaitement refléter mon humeur. Quand Isabella est arrivée, elle ne me regardait pas, gardait les yeux au sol ou fixait son téléphone. Je lui ai demandé si je pouvais lui faire un câlin. Elle a hoché la tête. Dès que je l'ai prise dans mes bras, elle a fondu en larmes et s'est excusée pour son comportement. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas besoin de s'excuser, que je comprenais qu'elle était blessée et déçue. Nous nous sommes assises dans le salon avec des tasses de chocolat chaud. Je lui ai posé des questions sur la façon dont ses parents la traitaient. Elle m'a dit que son père essayait de passer du temps avec elle, mais qu'il travaillait beaucoup, avait 2 emplois, même comme chauffeur Uber la nuit, et qu'il n'était presque jamais à la maison. Sa mère, Elena, était plus présente, mais restait souvent dans son coin, et n'aimait pas être dérangée. Isabella m'a dit qu'il lui arrivait de passer une journée entière sans vraiment parler à l'un ou à l'autre, même quand ils étaient à la maison. Je lui ai demandé si elle se sentait négligée. Elle m'a dit que physiquement, elle avait ce qu'il fallait, de la nourriture, des vêtements, un toit, mais qu'il n'y avait pas beaucoup de temps en famille parce que ses parents se disputaient tout le temps, surtout à cause de l'argent. Elle a dit que parfois, sa mère la faisait se sentir comme un fardeau, mais qu'elle savait qu'il l'aimait, juste qu'ils étaient toujours stressés.
Je lui ai parlé de l'argent que ma mère Laura avait pris dans ses économies pour aider à payer la voiture. Isabella a dit qu'elle et Elena allaient bientôt chercher une voiture. J'ai été surprise qu'Elena lui ait dit d'où venait l'argent, mais j'imagine qu'elle ne voyait rien de mal à puiser dans la retraite de ses parents. Je n'ai rien dit de négatif à Isabella à ce sujet, c'était entre Elena et mes parents. Ensuite, j'ai abordé le fait qu'elle avait appelé Matteo son frère, et je lui ai demandé si elle le ressentait vraiment comme tel. Elle a admis qu'elle le voyait comme un cousin, et qu'elle avait seulement pensé que jouer la carte du frère me rendrait plus susceptible de l'aider. Elle a expliqué que même s'ils sont biologiquement frères et sœurs, ils se sont toujours vus comme des cousins. Je lui ai demandé si elle savait comment j'avais adopté Matteo. Elle a dit que oui, que son grand-père Miguel lui avait raconté la vérité, sans détour, alors qu'Elena avait toujours enjolivé les faits. Pour être clair, Matteo la voit aussi seulement comme une cousine. Pour Matteo, son seul vrai frère, c'est Carlos. Ils sont très proches, l'ont toujours été. Matteo est protecteur avec Carlos, mais le taquine aussi comme tout grand frère. J'ai senti que nous faisions des progrès. Je lui ai proposé de payer une thérapie pour elle. Javier a approuvé quand je lui en ai parlé après. Elle a dit qu'elle allait y réfléchir. J'ai aussi suggéré qu'on passe des samedis ensemble, juste elle et moi, sans Carlos ni Matteo. Elle a adoré l'idée. Donc, ce week-end-là, nous avons eu notre première journée ensemble. Nous sommes allés dans un restaurant qu'elle voulait tester, un de ces endroits chics où ils cuisinent devant toi. C'était cher, mais la voir sourire en valait la peine. Ensuite, nous sommes allés dans une librairie, parce qu'elle adore lire, et je lui ai acheté quelques livres qu'elle voulait. Ce jour-là, elle avait l'air vraiment heureuse. Je me suis dit que peut-être, nous avions tourné une page. Mais le week-end suivant, tout s'est écroulé. Isabella et moi devions avoir notre deuxième journée ensemble. Mais j'ai dû annuler. Carlos a fini à l'hôpital. C'est arrivé pendant un entraînement de football. Il a commencé à halter et à utiliser son inhalateur, mais il n'a pas attendu assez longtemps avant de reprendre le jeu. Il est asthmatique depuis qu'il est petit, mais en général, il gère bien. Cette fois, cependant, il a été violemment plaqué, ce qui lui a coupé le souffle et a déclenché une grave crise d'asthme. C'était un vendredi. Carlos est resté hospitalisé jusqu'au dimanche. C'était terrifiant. À un moment donné, son niveau d'oxygène a tellement chuté qu'ils ont envisagé de l'intuber. Heureusement, ça n'a pas été nécessaire. Mais je ne me suis pratiquement pas éloigné de son lit. Le samedi matin, j'ai appelé Isabella pour annuler. Mais avant même que je puisse expliquer que Carlos était à l'hôpital, elle a commencé à hurler que je ne me souciais jamais d'elle, que je mettais toujours mes vrais enfants en priorité. Puis elle a raccroché. Je suis resté en état de choc. Mais à ce moment-là, ma priorité était Carlos. Je n'avais pas l'énergie de la poursuivre. J'ai essayé de la rappeler, mais elle passait directement sur sa messagerie. Je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit que j'étais désolé, que Carlos était à l'hôpital, et que nous pourrions reprogrammer notre journée ensemble. Elle n'a jamais répondu. Après quelques jours, j'ai arrêté d'essayer de la contacter. Mon unique priorité était que Carlos aille mieux. J'étais épuisé, physiquement et émotionnellement. Puis est arrivé l'événement qui a tout changé. Il y a 2 jours, ma famille et moi sommes enfin sortis dîner, notre première soirée dehors depuis que Carlos était rentré de l'hôpital. Nous étions en plein repas quand nos voisins, dont Ramon et sa femme, nous ont appelés. Ils avaient vu quelqu'un vandaliser l'une de nos voitures et avaient appelé la police. Quand nous sommes rentrés, la police était déjà là. C'était la voiture de Carlos. Elle était dévastée. Des rayures profondes partout, des bosses comme si quelqu'un avait frappé avec quelque chose de lourd, et de la peinture en spray sur les côtés, avec des mots. Va te faire foutre, sale égoïste et petite fille gâtée. 2 vitres étaient cassées. Il y avait du verre partout. Carlos était anéanti. Il est resté figé, regardant sa voiture en silence. Voir son visage empli de douleur et de trahison m'a brisé le cœur. Nous avons vérifié nos caméras de sécurité. Grâce à Dieu, Javier avait insisté pour les installer l'an dernier. On voyait très clairement Isabella, accompagnée d'une autre fille que je ne connaissais pas, plus tard identifiée comme son amie Maria, en train de vandaliser la voiture. Elle riait et prenait des photos pendant qu'elle saccageait la voiture. L'horodatage montrait qu'elles étaient restées presque 20 minutes avant que Don Ramon les aperçoive et appelle la police. Javier a remis une copie de la vidéo à la police. Les dégâts ont été estimés à plus de 5 000 $, ce qui en fait un crime grave dans notre État. La police a procédé à l'arrestation sur la base des preuves. Isabella et Maria ont été arrêtés le lendemain matin. Je n'ai pas demandé leur arrestation. C'est la police qui a agi après avoir vu les images et constaté l'ampleur des dommages. Le même après-midi, Elena et ma mère Laura ont débarqué chez moi en hurlant. Elles criaient que je ruinais la vie d'Isabella et que si je l'aimais,
je retirais les charges. La confrontation était un chaos. Elle hurlait, leur visage rouge de rage, comme si j'étais la méchante. Comment peux-tu faire ça à ta propre nièce? Ce n'est qu'une enfant, elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Retire les charges maintenant, Sophia. Ma mère disait, la famille est là pour s'entraider, pas pour s'envoyer en prison. Mon oncle Ernesto m'a appelé plus tard, consterné par ce qu'il entendait, mais il a soutenu ma décision. Il a dit que les conséquences étaient nécessaires. J'ai tenté d'expliquer, avec beaucoup de calme, même si c'était difficile, que ce n'était pas une petite bêtise. Que les dégâts étaient graves. Que la police avait agi d'elle-même. Mais elles refusaient d'écouter. Elles étaient aveuglées par le besoin de protéger Isabella de ses propres actes. Un schéma que j'ai enfin compris. Elena avait tout appris de ma mère. Elena m'a accusé d'être jalouse d'elle. Oui, jalouse après tout ce que j'avais enduré pour réparer ses erreurs. Laura me disait, la famille est la famille. Tu dois l'aider. Ma réponse fut ferme, surgissant d'années de patience brisée. La famille cède, oui. Mais la famille assume aussi ses actes. J'ai protégé ma famille quand toi, Elena, tu l'as abandonnée. J'ai construit une vie pour Matteo, Carlos et Javier, une vie faite d'amour et de sacrifice. Et aujourd'hui, ta fille, influencée par ton irresponsabilité et ta jalousie, attaque ce que nous avons bâti. Je les ai regardés droit dans les yeux. Et j'ai dit, d'une voix tremblante mais ferme. C'est fini. Plus de contact. Fini les drames, la culpabilité, les exigences. Isabella a commis un crime grave. Elle devra en assumer les conséquences. C'est ton rôle, Elena, d'être sa mère. Pas le mien. Ma mère a tenté d'intervenir encore, mais je me suis détourné. Je leur ai dit de partir. Je les ai bloqués de partout. Nous gérons désormais les démarches légales et les réparations du véhicule. Les coups sont lourds, mais nous nous en sortirons. Le plus douloureux, c'est le regard de Carlos, cette tristesse mêlée de colère et d'incompréhension. Se sentir trahi par une cousine qui l'aidait en mathématiques. Matteo, fidèle à lui-même, est un pilier pour nous. Il console Carlos et a même proposé d'aider à payer avec ses économies, ce que j'ai bien su refuser. C'est notre rôle de parents d'assumer. Mon père Miguel, bien que coincé dans une situation difficile avec ma mère, me soutient totalement. Mon oncle Ernesto continue de m'appeler, nous rappelant que nous avons fait ce qu'il fallait. Je pense à Isabella. J'ai de la peine pour elle, pour ce qu'elle a traversé, pour la sensation d'être une charge. Mais rien ne justifie une telle rage destructrice. Elle avait une chance de construire quelque chose de beau. Elle l'a gâché. J'ai dû prendre des décisions difficiles toute ma vie. À 18 ans, en adoptant un bébé. À 40 ans, en coupant les ponts avec ma propre sœur et ma mère. Ce n'est jamais facile. Il y a de la douleur, de la tristesse pour la famille que nous aurions pu être. Mais je regarde Matteo, Carlos et Javier. Et je sais que j'ai fait ce qu'il fallait. Eux sont ma famille. La famille que j'ai construite avec amour, sacrifice et résilience. Et je ne laisserai jamais rien ni personne la détruire.